Bonjour à toutes et à tous. Je sais que vous entendez beaucoup parler d'hygiène en ce moment, mais rassurez-vous, dans cette vidéo, il ne sera question ni de gestes barrières, ni de distanciation sociale, ni même du bon usage du masque. Non, dans cette vidéo, nous tenterons juste de vous donner quelques conseils pour que ce projet rupture, que vous menez d'abord à distance avec vos élèves, ne se transforme pas en un parcours du combattant numérique. En produisant des fichiers audio, texte, images, sons, des fichiers qui contiennent parfois des données personnelles, ce projet vous conduit à tâtons avec vos élèves à réfléchir à l'utilisation des outils numériques et à en développer une meilleure compréhension critique, à faire ce qu'on appelle désormais des humanités numériques. Alors pour éviter des tâtonnements trop chronophages et trop douloureux, voici 5 conseils qui pourraient vous aider. Premier conseil, à nommer les fichiers aux élèves, tu apprendras. On a tous connu ce grand moment de solitude, généralement un dimanche soir à 22 h, face à notre ordinateur, cherchant désespérément ce document qu'on avait mis de côté pour préparer une évaluation. C'est généralement après ce type de mésaventure qu'on se promet que désormais nous classerons nos fichiers et nos documents intelligemment. Et bien entendu, la base d'un classement efficace, c'est de bien nommer ces fichiers toujours de la même façon. Et bien ici, c'est pareil. Vous êtes désormais plus de 70 collègues impliqués dans le projet. La base de données va donc rapidement se remplir et nous vous proposons d'adopter un système de dénomination commun pour l'ensemble des fichiers. Un système qui facilite l'anonymisation des fichiers tout en permettant de les retrouver facilement. Tous les fichiers déposés sur la base doivent donc être dénommés comme suit. Académie-du-bas, établissement-du-bas, classe-du-bas, élève-du-bas, numéro. Ce qui donne dans l'exemple ci-dessous Créteil-du-bas, Schweitzer-du-bas, TES2-du-bas, Julot-du-bas, 01. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les fichiers de l'élève aient été identifiés. Je vous renvoie pour cela à la capsule d'Inès qui vous présente pas à pas comment déposer ces fichiers sur la base de données commune que nous avons créée. Cette dénomination des fichiers peut paraître contre-intuitive au début. On a tendance à nommer les fichiers selon ce qu'ils contiennent, pas selon leur origine. Mais en fait, à l'usage, c'est beaucoup plus simple. On a plus souvent tendance à se souvenir d'un code que des mots-clés qu'on aurait pu utiliser pour nommer ces fichiers. Deuxième conseil, sur les autorisations, vigilant tu seras. Pourquoi? Qui dit témoignage dit témoin. Simple et basique, me direz-vous. Oui, mais cela implique que le témoin ait consenti à l'enregistrement de sa voix, de son image, et que nous gardions trace de ce consentement en cas de rétractation, par exemple. La question est, comment faire signer à distance une autorisation au témoin? Les solutions sont nombreuses en fonction des outils et de l'équipement du témoin comme de l'élève. Je vous en présente plusieurs. Premier cas de figure, l'élève et le témoin disposent d'une imprimante. L'élève lui envoie l'autorisation par mail, il l'imprime, la signe, la photographie, la scanne et la renvoie. Deuxième cas de figure, le plus souvent, le témoin n'a pas d'imprimante. Dans ce cas, il peut signer électroniquement son autorisation. Ceci est possible avec de nombreux lecteurs PDF, que ce soit sur ordinateur comme sur téléphone. On ouvre le fichier PDF dans l'application, on le signe et on le renvoie. Je vous montre comment faire. Vous ouvrez Acrobat Reader, vous sélectionnez ici dans Fichier, Ouvrir le fichier que vous souhaitez signer électroniquement. Ici, il est déjà présent, Autorisation de droit à l'image adulte. Je l'ouvre. Je peux tout à fait annoter le fichier en cliquant, en mettant des croix et surtout, je peux le signer ici. En cliquant sur le bouton signer, je peux ajouter une signature, soit en la tapant, soit en la traçant, soit en ajoutant une image
que je vais aller chercher ici dans mes documents, une signature que j'ai déjà scannée. Je l'applique et je signe comme j'appliquerai un tampon. Je n'ai plus qu'à fermer. Et à enregistrer. Mon fichier est désormais signé. Sur un téléphone, c'est aussi très simple. Je choisis une application qui permet de signer des PDF. Ici, j'ai choisi l'application Adobe Fill & Sign qui est gratuite et disponible sur Android comme sur iOS, donc sur iPhone. J'ouvre cette application, je sélectionne le formulaire à remplir. Je peux le choisir dans mes pièces jointes de mail comme dans mon explorateur de fichiers. Je choisis l'autorisation. J'appuie sur le petit stylo plume ici en bas. Et ici, j'ai déjà enregistré ma signature, comme vous avez pu le voir sur le modèle d'ordinateur, en la dessinant. Je la sélectionne, je la pose ici, et je n'ai plus qu'à appuyer ici sur l'export, et je peux exporter par mail ou exporter le fichier dans un explorateur de documents. Troisième cas de figure, le témoin est très âgé ou peu au fait des usages numériques. Dans ces cas-là, on passe tout simplement par la voie postale pour lui envoyer le formulaire et le récupérer signé. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est tout aussi efficace. Bien entendu, il va de soi que tout cela repose sur la confiance a priori qui lie l'élève au témoin comme à son enseignant et qui doit créer le cadre d'échange préalable pour que chacun ait bien compris ce à quoi il s'engage dans cette autorisation. Ensuite, on rappellera aux élèves que tout envoi de fichiers doit être absolument accompagné de l'autorisation, sans quoi ces fichiers ne peuvent être utilisés dans la classe comme hors de la classe. Ce faisant, on fait aussi de l'éducation aux médias et à l'information. Troisième conseil, les formats de données, tu uniformiseras. Nous avons tous, enseignants comme élèves, parfois tendance à croire que les outils numériques sont un gigantesque trou noir qui avalerait nos fichiers quoi qu'il arrive. C'est oublier un peu vite les questions d'interopérabilité. Inter quoi? C'est toute la question. Interopérabilité, ça veut dire la capacité d'un fichier à être lu par différents outils, différents appareils, quel que soit le système d'exploitation de notre ordinateur ou de notre téléphone et quel que soit le terminal sur lequel on souhaite le lire. Donc que ce soit un ordinateur, un téléphone, une tablette. En 8 semaines d'enseignement à distance, je pense que vous avez tous fait douloureusement l'expérience des limites de l'interopérabilité. Audio, vidéo, images, texte peuvent être produits dans plusieurs formats. Le but ici n'est pas de vous faire une liste exhaustive, mais d'insister sur 2 points. Le premier, c'est que certains de ces formats sont des formats propriétaires, donc lisibles par une seule application ou un seul logiciel, quand d'autres formats sont plus interopérables. Dans ce cas, on privilégiera toujours la deuxième solution. De même, certains formats produisent des fichiers très lourds, mais souvent de très grande qualité, surtout pour la vidéo ou l'image. D'autres permettront des fichiers plus légers car déjà compressés. Pour harmoniser la base de données et disposer de fichiers réutilisables sur le long terme et sur tout type de terminaux, le comité de pilotage du projet vous propose de privilégier les formats suivants. MP4 pour la vidéo, MP3 pour l'audio, .doc pour les documents ouverts à la modification et .pdf pour ceux qui ne sont plus modifiables et .jpeg pour les images, donc .jpg. Par défaut, ces formats, surtout son et vidéo, sont ceux produits par les téléphones et les tablettes le plus souvent. Il n'y a donc pas forcément de conversion à faire. Mais si une fenêtre de choix du format s'ouvre quand vous vous enregistrez, pensez à nous et choisissez ces formats. Et surtout, gardez en tête qu'un enregistrement égale un fichier. Dites bien aux élèves de ne pas coller toutes leurs vidéos dans le même fichier, sinon celui-ci sera beaucoup trop lourd. Quatrième conseil, le ménage régulièrement tu feras. De la même façon que plus on laisse passer le temps, plus le ménage domestique devient fastidieux, plus on accumule de données sans les classer temporairement, plus on risque d'en perdre.
Après 8 semaines d'enseignement à distance, certains élèves ont certainement mieux compris la nécessité de ce classement des documents numériques de la même façon qu'ils le font ou pas, et c'est bien là le problème, avec les feuilles de leur trieur. C'est pour cela qu'il est peut-être bon de rappeler qu'un peu de ménage hebdomadaire dans ces données, mails, fichiers, est aussi nécessaire pour l'avancée du projet que la production elle-même de fichiers. Un peu comme on se sent mieux dans une chambre ou un logement bien rangé, on est aussi moins saisi d'angoisse quand son gestionnaire de fichiers ou sa boîte mail sont organisés avec des fichiers bien nommés et bien classés. Et c'est d'autant plus nécessaire dans les espaces de stockage communs à la classe, que ce soit sur l'ENT ou sur un espace de stockage à distance. Pensez aussi que vous pouvez automatiser la synchronisation entre votre tablette ou votre ordinateur et votre espace de stockage dans les nuages, et ce, quel que soit le service que vous avez choisi, OneDrive, Dropbox, Google Drive, etc. 5e conseil, pour t'aider, le forum tu utiliseras. Si à l'issue de ces 4 conseils, je vous ai perdu, vous êtes pris de sueur froide et vous avez juste envie de manger du chocolat sous votre couette, ne partez pas maintenant, ce serait trop dommage. D'abord parce que ce ne sont que des conseils et que dans ce moment, plus que jamais, nous faisons comme nous pouvons pour faire de notre mieux. Donc si vous ne savez pas quelle est la meilleure application pour enregistrer une vidéo, si vous ne savez pas comment lire ce satané fichier audio qui ne veut pas s'ouvrir sur votre ordinateur, ou si vous avez d'autres bonnes pratiques à partager, pensez communauté. On est toujours plus intelligent à plusieurs et c'est aussi une des dimensions de ce projet, de faire de l'histoire publique par le bas en co-construisant les pratiques. Co-construire, c'est toujours très difficile à dire. Nous avons pour cela créé un groupe d'échange sur lequel chaque adulte participant au projet peut s'inscrire. À l'adresse suivante, qui s'affiche aussi sur l'écran, échange@projetrupture2020.com. Vous pouvez demander à rejoindre ce groupe et nous serons ravis qu'il y ait beaucoup d'échanges sur ce groupe. Pour conclure, il va de soi que tous ces conseils n'ont pas pour but de faire de vous, enseignants, le grand ordonnateur ou la grande ordonnatrice du numérique dans ce projet. Ils ont justement pour but de vous aider à guider les élèves dans l'appropriation de ces bonnes pratiques numériques quand on travaille à plusieurs. Des pratiques qui leur seront très utiles dans plein d'autres domaines et qu'il est bon qu'ils acquièrent dès maintenant. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous écrire à l'adresse pilotage@projetrupture2020.com. Merci beaucoup et bon courage à tous.